Bonjour, ça faisait super longtemps que je n'étais pas revenue vers vous pour faire une vidéo. Ça me fait bien plaisir, ça fait un moment que j'y pense, mais voilà, la vie court, la vie file avec tout ce qu'on a fait, etc. Et moi je voulais vraiment revenir vers vous au sujet des bouquins, des chroniques du Guercou, parce que pour moi c'est vraiment important de toujours garder ce sujet, sachant que je sais que vous êtes quand même pas mal à vous être abonné à ma chaîne par rapport à ça et pas forcément par rapport au design humain ou à d'autres choses. Et je voulais revenir parce que je me suis refait un peu toute la série des chroniques du coup depuis quelques mois là. Et j'ai reterminé du coup le tome 4 des chroniques l'oracle de l'oiseau tonnerre. Il y a tout plein de petits post-it parce que je vois toujours plein de nouveaux trucs qu'il faut absolument que je garde en tête. Et il y avait vraiment des éléments que j'avais pas vus à la première lecture, donc c'est vraiment des bouquins pour moi à relire plusieurs fois de suite parce qu'il y a vraiment des détails et de toute façon il y a tellement de vocabulaire, de noms à retenir que pour moi on peut pas tout retenir à la première lecture. Et bon déjà même à la première lecture on fait quand même pas mal d'allers-retours entre le lexique, etc. On oublie forcément des détails et voilà, et en fait pour moi il m'a bien fallu une deuxième lecture pour me remettre tout en tête et bien comprendre certains détails, sachant que même le livre de Nouria je l'ai lu 3 fois pour vous dire. Voilà, après je conseille aussi dans les tomes qui suivent les livres de Nouria, notamment je crois que c'est le tome, à partir du tome 2, il y a tout un résumé qui est fait en fait en début de chaque livre et je trouve que ce résumé est très bien fait, notamment pour se remémorer un peu toute l'histoire de la galaxie, de toutes les batailles célestes, etc. Dieu sait s'il y en a eu, et voilà, moi j'ai trouvé ça super important. Alors l'objet de cette vidéo, c'est que je voulais faire le lien entre un passage de ce bouquin vers la fin et des films, en fait, des séries qui nous sont montrées depuis un certain temps, et notamment des objets récurrents tels le cube noir, qui reviennent dans beaucoup de films, beaucoup de séries, même beaucoup de traditions. Je repense au cube noir de la Mecque, parce qu'en faisant mes recherches, j'ai revu ça et je me suis dit ah ouais quand même ça en fait des cubes noirs. Sachant qu'avant je n'étais pas du tout fan des films de science-fiction style Star Trek ou les Marvel, les Avengers, et en fait après avoir lu les chroniques je fais énormément de liens entre ces films là et ce qui peut se passer un petit peu par rapport à notre planète, notre système solaire, et forcément les chroniques du Guercou. Alors par rapport à ce bouquin je vais faire un petit focus sur un passage que je trouve hyper important, donc forcément si vous voulez, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas lu les autres tomes, ça sert à rien. Voilà, si, c'est peut-être pour votre plaisir, mais soit je vais spoiler, soit je vais vous mélanger les pinceaux, vous dégoûter ou vous attirer, quoique je ne sais pas. Mais bon, on va dire que ça s'adresse plutôt aux gens qui ont tout lu en fait. Puisque moi ça m'intéresse aussi d'avoir votre point de vue et de savoir si vous avez remarqué les mêmes choses que moi. Les Kingalam, c'est une version reptilienne très ancienne. Et en fait leur histoire est directement liée à la nôtre. Si vous avez lu les chroniques, vous saurez pourquoi. Et en gros c'est vrai que c'est hyper intéressant de savoir comment on s'est retrouvé ici dans cette situation sur cette planète. Et qu'en fait peut-être que notre planète n'est pas si isolée que ça dans tous ces problèmes. Donc je lis le passage, donc là c'est un passage où Eru et Sabu et sa petite clique se retrouvent en Amérique centrale, chez les anciens Incas du coup, et en fait où ils y restent quelques dizaines d'années à peu près, ouais je crois que c'est 50-60 ans. Et en fait là, dans cette colonie il y a un ancien vaisseau, l'ancien vaisseau d'Assar, donc de l'Osiris, donc Denki, et il y a une projection de Nouria Namu qui laisse un message pour expliquer du coup à Eru un petit peu les choses qui se sont passées en fait dans le système stellaire et le rôle des Kingalam en fait dans le futur de l'humanité mais aussi des Jinnaabul. Donc les Kingalam sont au-delà de toute notion de clonage ou d'individualité. Ils pratiquent le transfert et la duplication concomitante d'une même conscience au sein de corps différents. Notre pratique du Kinsang, la télépathie, doit leur paraître risible quand on sait que ces créatures voyagent à travers le temps, l'espace et les univers parallèles. Ils pullulent entre l'espace et le temps et en fracturent les barrières, manipulant toutes les versions possibles de l'histoire des univers, dans le but d'asseoir leur totale domination. Leur but ultime n'est pas tant le pouvoir en lui-même que le contrôle sans faille de la moindre fraction de tissu de la réalité. L'univers est depuis les origines empreint de leur présence.
les Kadistu n'ayant aucune possibilité d'y remédier. Je rappelle, les Kadistu, c'est les planificateurs, sans risquer de compromettre l'existence même de l'ensemble des réalités, et pour cause, la source elle-même est une forme d'hypercalculateur qui rivalise avec la conscience collective Kingalam, présente en son sein tel un symbiote. Donc là, elle parle de la mère des origines. Malheureusement pour elle, la mère des origines, donc Sophia, Pistes Sophia, voulut procréer, et donc Barbelou, voulut procréer avec un matériel technologique contenu dans le génome du Kingalam. En buvant le sang du Kingalam, elle s'est contaminée. Donc ça, vous l'avez dans le livre de Nouria. Cette souillure lui a néanmoins permis d'accéder à la technologie miraculeuse de nos ennemis. Désormais, la mère était en mesure d'employer des calculs cosmogoniques pour modifier la réalité. Cette technologie n'aurait jamais dû pouvoir être scindée, mais Barbelou a accompli ce miracle. L'anomalie qu'elle engendra par la création de son fils innommable, Yaldabo, n'aurait jamais dû pouvoir ne serait-ce qu'exister. Il y a fort à parier que le Galnix-Cas, donc l'hypercalculateur Kingalam, avait néanmoins anticipé cette anomalie et peut-être même encouragé sa venue au monde. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Attribuer une individualité, une personnalité, des émotions et une histoire individuelle à cette création l'a également doté d'orgueil, d'amour-propre et de vanité. Comme tu l'auras désormais compris, mon fils, ces émotions sont normalement absentes chez les Kingalam qui ne possèdent à proprement parler aucune personnalité individuelle. Ça vous rappelle pas l'IA, ça? On constate déjà ce trait de caractère chez les sous-fifres des Kingalam, les Kingu Babar, qui font sans cesse passer l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. Les Kingu Babar et leurs maîtres concentrent leurs forces sur le fait de dominer cet univers. Les Kingalam sont particulièrement bien implantés en Oriba, notre galaxie. Mes enquêtes au fil des millénaires m'ont conduit à penser que l'une des principales colonnes de leur Galnix-Cas, l'hypercalculateur, se trouve en Tiamaté, notre système solaire. Il est fort probable qu'elle se retrouve dans notre dimension même, et précisément sur Ouras, la Terre. En effet, pour pouvoir se répliquer ainsi à l'infini, sans risquer de disparaître en raison d'une anomalie ou d'une attaque, le système de l'hypercalculateur doit être hébergé en un cœur, un bastion secret qui protège son essence. Quel endroit plus propice que cette planète vue comme une réserve naturelle ou un lieu d'exil pour les nôtres? Les Djinna Aboul que les Kingalam hésitent à considérer comme une menace ou même comme des êtres dignes d'intérêt. Il est surprenant de constater que les Kingu Babar ignorent totalement la véritable étendue des pouvoirs des Kingalam. Sans doute veillent-ils aux abords de ce cœur pour le compte de leur maître sans même connaître la nature de ce qu'ils gardent. L'innommable semble lui aussi volontairement négliger l'emprise que l'hypercalculateur Kingalam a sur lui. Il semblerait que ce calculateur le détermine et l'influence malgré lui, ou sans qu'il puisse s'en rendre compte. Cette créature impossible, cet innommable, est dotée de la même clé d'accès que celle des autres Kingalam, utilisant pour leur Galnix-Cas l'hypercalculateur, intriqué dans les moindres recoins de la réalité. C'est pourquoi il manipule aussi l'espace et le temps comme ceux d'entre nous qui disposent des privilèges inhérents au Niyama, la force vitale. Pour le fils de la déraison, Yaldabo, ce ne sont là que de simples jouets. Les univers sont des créations qu'il remodèle à sa guise, en instrumentalisant cette puissance de calcul pour sa satisfaction personnelle. Je peine à concevoir quelle sorte d'équilibre précaire le fils de Barbelou doit sans cesse préserver pour accomplir ses différents prodiges, sans risquer de voir les univers s'effondrer les uns sur les autres, à travers un effroyable effet domino cosmique. De trop grands pouvoirs sont tombés aux mains d'un seul individu, jamais les Kingalam n'auraient dû exister ainsi dotés d'une individualité autonome et d'une personnalité propre. Pour que tu puisses tout saisir de cette affaire, je vais utiliser une métaphore pour t'expliquer le fonctionnement de la technologie Kingalam. Il faut considérer leur apparence physique, comme la manifestation superficielle visible de leur existence dans notre dimension. En réalité, ils sont dotés de prolongements technologiques macro et microscopiques. Leur nanotechnologie assoit leur contrôle dans chaque univers, dont ils manipulent le moindre atome, la moindre structure, le moindre flux, tandis que leurs technologies massives sont chargées de générer de l'énergie pour les animer. Pour cela, les Kingalam placent des systèmes stellaires entiers sous des structures sphériques massives, et ce, dans des univers bien précis, pour en extraire inexorablement toute l'énergie. Tu dois concevoir que les Kingalam, comme les parties intégrantes d'un circuit immense qui contrôle l'espace et le temps, leur civilisation a franchi le pas de l'immortalité, puis elle s'est affranchie de l'individualité pour ensuite se passer des limites corporelles, leur apparence étant à ce point trompeuse, aussi dense qu'une galaxie et aussi solide que le fer du ciel. Voilà comment tu dois considérer le vaste nuage de leur conscience collective intriquée au sein même du tissu de la réalité. C'est pourquoi la mère des origines plaça une barrière entre eux et nous. Elle ne fit pas seulement pour limiter les Uzungwal, mais aussi pour nous protéger des Kingalam.
Sincèrement, quand je relis ça, j'en ai encore des frissons. Moi, ça m'évoque plusieurs choses. Déjà là, on voit vraiment le thème de l'IA, l'intelligence artificielle, et on voit à quel point la volonté aussi de nos élites de vouloir faire en sorte que l'humain n'ait plus sa conscience à lui en fait et devienne une part d'un grand tout, à l'image du coup des Kingalam. Il y a un autre passage du livre que j'ai pas retrouvé, mais en fait où elle dit vraiment que l'humanité est vraiment le socle, en fait c'est le jouet des Kingalam, et que s'ils arrivent à manipuler entièrement l'humanité et à continuer à l'aveugler, en fait ils auront presque gagné la partie. Et c'est pour ça que l'humanité a un grand rôle à jouer pour sortir de cette hypnose collective et du coup des choix faits par l'hypercalculateur. On est vraiment, en fait, la source peut être considérée également comme un hypercalculateur, mais qui est relié à la source universelle de l'amour, alors que l'autre est vraiment lié à quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus... qui est vraiment une source de manipulation. Et je pense que c'est vraiment... je pense que l'emplacement du coup du système solaire de notre planète, il y a d'énormes enjeux autour de ça, et c'est pas pour rien qu'il y a tout ce truc sur l'éveil de l'humanité, et que l'éveil de l'humanité est l'objet de tant de... voilà, on cherche toujours à la tirer d'un bout à l'autre. Voilà, après moi je voulais faire le lien par rapport à d'autres films. Donc forcément il y a dans Star Trek Discovery, à un moment donné justement ils se battent vraiment contre l'IA. J'ai voulu vous trouver des passages, j'ai pas retrouvé, mais c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment un moment où justement ils se battent contre l'IA en fait, qui est en train de bouffer l'univers entier, et on voit des petites particules métalliques qui avalent tout en fait. Et à un moment donné, dans Star Trek, ils veulent aller très très loin dans le futur parce que c'est la seule manière en fait d'endiguer un petit peu ce qui se passe avec l'IA. Voilà, après cette histoire de cube et d'hypercalculateur, moi je trouve qu'on retrouve un petit peu ça avec ce fameux cube noir qui fait l'objet de guerres où chaque clan essaie de l'avoir, notamment dans les Marvel. Alors il y a un Marvel qui dure 3h30, là je sais plus, mais on retrouve un petit peu du coup Wonder Woman, les Amazones, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais en fait on retrouve vraiment cette histoire que le cube, il y a 3 cubes en gros sur Terre, et que les forces du mal veulent vraiment garder pour eux, que les forces du bien veulent absolument garder aussi avec eux pour éviter qu'ils retombent entre de mauvaises mains. Et on retrouve vachement ce thème quand même dans pas mal de films. Alors ça... We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Moi, c'est que très récemment que je me mets un peu au bout du jour de tout ça, parce que j'y ai vu des liens avec justement peut-être notre véritable histoire et pas que des films pour ados. Donc j'ai pas forcément la mémoire de tous ces films. Et pour faire le petit lien avec le désagrément, j'ai mon centrage là non défini, donc je suis pas faite forcément pour retenir tout ça, mot à mot en tout cas. Et mais voilà, c'est vraiment intéressant de faire le lien entre cette série, en tout cas Star Trek, y compris aussi les Marvel, notamment Marvel Origins, ouais, les Éternels, alors bon, au niveau scénario c'est un peu pourri, mais enfin, niveau film plutôt, après le scénario on retrouve encore et toujours ces immortels qui sont sur Terre depuis très longtemps. Et c'est toujours marrant, il y a Angelina Jolie qui joue le rôle d'une nana qui est un peu folle, et moi il me fait vraiment penser à Anna dans les chroniques du Guercou, qui à force de prendre des drogues et qui est tellement connectée en fait aux armées de son ennemi, Enlil Cétès, qu'elle en devient un petit peu, un peu folle en fait, l'esprit un peu embrumé, et le rôle que joue Angelina Jolie dans Les Éternels est, je trouve, très très lié à ça. Voilà, donc en fait, quand vous avez tout lu et que vous regardez un peu ce genre de film, vous allez sûrement faire plein de parallèles. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Voilà, mais en tout cas, je voulais vraiment aussi vous faire part de ces passages, parce que moi, je sais pas pourquoi, mais à ma première lecture, je les avais pas lus. Et là, en relisant, c'est vraiment, ça me saute aux yeux. Ça me saute aux yeux, et je me dis, ouais, vraiment, on est intriqué dans un de ces trucs. Et je pense que ça touche vraiment pas que la planète. Donc, faisons de notre mieux, hein. Faisons de notre mieux, essayons à tout prix d'être déconnectés de cette matrice, et
Et voilà, je pense que c'est la seule chose qu'on puisse dire. Et je pense que tous les lecteurs d'Anton Park sont très hâte de la suite des chroniques. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera pas forcément les chroniques du coup, ça sera peut-être des inhumains. Voilà, donc à très bientôt.